Donc elles se sont rattachées à un objet qui leur était familier, donc au niveau énergétique. Donc ça, c'est du cas par cas. Je te le présente quand même, hein, mais c'est ce qui s'apparente, à mon sens, à ce qu'on appelle la psychométrie. C'est quelque chose de passionnant, quelque chose de vraiment intéressant, de très intense, mais qu'il faut vraiment traiter vraiment d'un cas à l'autre parce que toutes les circonstances en fait sont différentes et il peut y avoir plusieurs solutions possibles. Okay. Donc tu l'auras compris, une âme errante ne te veut pas forcément du mal. Bienvenue pour cette vidéo qui va te parler médiumnité ou en tout cas qui va te parler de mon parcours et de mon expertise dans le domaine. J'espère que vous allez bien. J'ai reçu une question sur YouTube il n'y a pas longtemps qui m'a interpellée et que je trouve intéressante. Elle me demandait si certaines âmes errantes pouvaient, entre guillemets, cohabiter avec notre corps si on n'était pas bien ancré. Question intéressante, effectivement, parce qu'en fait, ça soulève tout un tas de données que je vais essayer de te détailler un petit peu. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'ancrage? Ça veut dire quoi, s'ancrer dans sa vie? Ça veut dire trouver un équilibre, en fait, entre ton ouverture à la spiritualité que tu choisis, en l'occurrence ton ouverture au monde de l'invisible et à tout ce qui peut s'y passer, d'accord, et qui cohabite avec nous. Pour le coup, on peut vraiment utiliser le terme de cohabitation. Et ta présence aussi dans ta vie. Donc le fait que tu t'investisses concrètement pour construire des projets, pour avancer, pour vivre en fait, pour vivre ta vie. Être ancré, ça veut dire être conscient qu'il y a une dimension autour de nous, peut-être une force au-dessus de nous, si je peux m'exprimer comme ça. Et aussi être conscient de ton pouvoir créateur dans ta réalité et donc être conscient qu'il est nécessaire que tu apprennes certaines choses dans ta vie et de te concentrer sur ce qui se passe entre guillemets ici-bas. Quand on n'est pas ancré, en fait, on a le regard toujours posé sur ce qui se passe là-haut, sur ce qui se passe au-dessus de nous. Donc en fait, c'est comme une conscience accrue et surdimensionnée sur le monde spirituel par rapport à ta vie vraiment concrète. C'est comme si vraiment tu avais littéralement la tête dans le ciel et que tu étais en train de flotter en fait dans ton présent. Quand tu n'es pas ancré, en général, on te le reproche. Hein. On te reproche que tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, que tu n'es pas à la conversation dans laquelle tu es convié. On te reproche aussi de ne pas forcément t'investir dans telle ou telle relation, dans telle ou telle situation. Oui, parce qu'en fait, ton esprit est ailleurs. Ton attention est ailleurs. Quand tu n'es pas ancré, tu as du mal à te concentrer. Que ce soit au travail comme à la maison, tu as du mal à te concentrer. Tu as du mal même à écouter ton corps. Quand tu n'es pas ancré, tu es souvent en conflit avec toutes les personnes qui gravitent autour de toi parce que tu es dans la paranoïa ou en tout cas dans le fait en fait de se méfier de tout le monde, dans le fait de vouloir scanner tout le monde sans prendre le temps en fait de profiter du moment présent et de profiter de la beauté du caractère de chacun parce que tu n'es pas forcément entouré que de personnes qui te veulent du mal, ok? Quand on n'est pas ancré, on a quand même toujours tendance à attirer des personnes qui viennent par intérêt, si tu veux. Parce que quand on n'est pas ancré, on est dans nos blessures, on est dans le réflexe involontaire, inconscient, mais qui est quand même bien réel, de se plaindre en fait de sa vie, d'avoir à subir sa vie et de ne pas trouver de solution ou en tout cas de se dire que à chaque solution que tu vas trouver, ça va forcément mener à l'échec. Ça aussi c'est un manque d'ancrage. Ça aussi c'est un manque d'énergie de ce que j'appelle les 3 centres énergétiques inférieurs. Donc le chakra racine, le sacré et le plexus. Ok, ce sont des centres énergétiques qu'on appelle inférieur puisqu'il se situe sur la partie basse de la colonne vertébrale et sur la deuxième partie hein, si tu veux et c'est ce qui te maintient dans ta réalité, c'est ce qui te maintient dans ta vie, ok, c'est aussi ce qui te connecte à ton corps, c'est aussi ce qui va t'aider si tu le travailles, cet ancrage là, c'est aussi ce qui va t'aider à prendre conscience avec beaucoup plus de bienveillance et d'ouverture de l'existence de ce monde invisible et du fait qu'il peut s'y passer de belles choses, comme des choses moins cool suivant l'endroit où tu te trouves, ce que tu as pu faire par le passé
et les énergies que tu génères en toi. Donc tu l'auras compris, l'ancrage est important. Ta présence dans ta vie, dans ton incarnation est importante. Le fait que tu sois aussi conscient ou consciente de l'énergie de tes murs et de l'énergie que tu imprimes dans tes murs, c'est important aussi. La mémoire des murs est importante et ça m'amène sur cette distinction qui est aussi intéressante et absolument nécessaire entre les âmes errantes qui vraiment se baladent, d'accord, et qui ne sont pas foncièrement mauvaises, et la mémoire des murs qui se témoigne à toi. Et la mémoire, ta mémoire énergétique que tu imprimes dans tes murs et qui se témoigne à toi aussi. Surtout quand tu traverses des moments difficiles, quand tu accumules tout un tas de non-dits, c'est quelque chose que tu contiens, mais c'est quelque chose que tes murs absorbent, si tu veux. Et quand la situation devient intenable, quand ton corps commence à saturer, tes murs saturent aussi. Et en général, c'est là que tu ressens une grande fatigue. C'est là que tu ressens comme l'impression en fait d'être complètement dépossédé de ton quotidien, de tes forces, de ta concentration. Tu vois ce que je veux dire? Tout est relié. Si tu manques d'ancrage, tu peux ne pas être conscient en fait de tout ce qui se passe en toi et de tout ce qui se passe autour de toi. Les âmes errantes, elles sont là, elles se promènent de toute façon, mais une âme errante ne te veut pas de mal, ou en tout cas elle ne te veut pas foncièrement du mal. Ça peut être une énergie qui est rattachée à la mémoire de tes murs, encore une fois, donc quelqu'un qui a possiblement traversé soit toute sa vie, soit un pan de sa vie, dans les murs que tu occupes ici, de toute façon. Ça peut être aussi une énergie qui est rattachée à un objet que tu as ramené d'une brocante ou que tu as hérité aussi de quelqu'un, ça arrive. Ça arrive. Là, effectivement, on peut parler d'âme errante, mais il faut vraiment y aller au cas par cas parce que pour certains, effectivement, des énergies se rattachent à ces objets, mais sont dans la douleur parce qu'elles n'ont pas soit compris leur départ, soit accepté ce départ-là. Donc, elles se sont rattachées à un objet qui leur était familier, donc au niveau énergétique. Donc, ça, c'est du cas par cas. Je te le présente quand même, mais c'est ce qui s'apparente, à mon sens, à ce qu'on appelle la psychométrie. C'est quelque chose de passionnant, quelque chose de vraiment intéressant, de très intense, mais qu'il faut vraiment traiter vraiment d'un cas à l'autre parce que toutes les circonstances en fait sont différentes et il peut y avoir plusieurs solutions possibles. Okay. Donc, tu l'auras compris, une âme errante ne te veut pas forcément du mal. À partir du moment où tu as l'impression que tu n'es pas seul chez toi, il faut voir aussi ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que tu as côtoyé un petit peu des pratiques douteuses en termes de spiritualité dans ton passé? On est nombreux à en avoir fait la prévention, mais on déconseille de toute façon tout ce qui est pratique du Ouija, tout ce qui est rituel de retour affectif aussi, tout ce qui est rituel en tout genre, si tu veux, pour agir sur les énergies de quelqu'un. Ça fait très mal. Et ça fait très mal. Et ça fait le plus de mal à la personne qui demande ça. Ok ? À la personne qui demande ça et un jour ou l'autre à la personne qui pratique ça. Attention avec ça. Mais ça peut générer, si tu veux, ce qu'on appelle un karma en fait, dans ton corps, qui n'est pas terrible. Qui n'est pas terrible et qui peut après te pousser à attirer malgré toi certaines choses qui sont vraiment pas cool. Okay. Tu peux avoir intégré un logement qui a effectivement témoigné d'événements assez particuliers, on va dire ça comme ça, assez forts. À ce moment-là, effectivement, moi je te conseillerais de faire appel à quelqu'un qui est réellement spécialisé dans le nettoyage de la mémoire des murs. Parce que les murs, encore une fois, les murs impriment leur mémoire énergétique, la mémoire énergétique qu'on leur envoie, d'accord? Ça peut être une mémoire énergétique que nous, humains, on leur envoie, ça peut être aussi la mémoire énergétique d'animaux, ok? Une bergerie, par exemple, une bergerie. Dans le temps, de toute façon, nos anciens donnaient des bergeries, notamment, ont peut-être témoigné d'événements un peu traumatiques, je ne vais pas m'étendre là-dessus, d'accord? Tu as compris la vie à la campagne, Ces mémoires-là ont été imprimées par ces murs, si tu veux. Donc pour ceux qui souhaitent rénover des maisons notamment et qui de façon plus précise souhaitent abattre des murs, attention, ok? Attention par rapport à tout ça, faites venir quelqu'un de spécialisé justement dans la mémoire des murs juste avant.
C'est un conseil, après tu en fais ce que tu veux, mais c'est une prévention qui est quand même assez intéressante parce que cette personne pourra te dire ce qui s'est passé dans cette pièce et quel type d'énergie est contenu dans tout ça. Voilà, donc là aussi tu l'auras compris, on fait la distinction entre la mémoire des murs et les âmes errantes. Mais de toute façon, je te rassure, on a de la visite tout le temps. À partir du moment où tu mets le nez dehors, on n'est pas tout seul. Mais on n'est pas tout seul dans le sens le plus entier du terme, d'accord? Si tu ne mets pas en place non plus de protection chez toi, tu n'es pas tout seul chez toi, hein? Tu n'es pas tout seul chez toi. Et quelque part, de toute façon, moi je serais tentée de te dire que c'est tout à fait normal. Le paranormal n'a rien d'anormal. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait dans les normes. Alors, pour en revenir à cette notion de cohabitation avec le corps, il faut vraiment établir une distinction parce que ça peut porter à confusion. Quand une énergie cohabite avec ton corps physique, on appelle ça de la possession. C'est très rare, c'est très rare. Donc vraiment, je serais tentée de te dire, ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Ne t'inquiète pas pour ça. Par contre, à partir du moment où tu n'es pas aligné dans ta vie, à partir du moment où tu laisses un chagrin, une colère, une rancœur, un ressentiment, une nostalgie, une énergie qui te tire vers le bas là, s'accumuler dans ton corps, à partir du moment où tu accumules les non-dits, à partir du moment où tu contiens énormément de tristesse, à partir du moment où tu te complais dans l'idée que tu accumules en fait les coups durs, tu accumules les événements traumatiques et que tu es une victime sur toute ta vie, tu crées une faille dans tes corps énergétiques. On a le corps physique, on a des corps énergétiques tout autour de nous, si tu veux. Les corps énergétiques sont fluctuants en fonction de notre humeur, en fonction de notre équilibre, qui soit immunitaire, qui soit hormonal, qui soit nerveux de toute façon. À partir du moment où on gère bien nos émotions, les corps énergétiques se rétablissent. À partir du moment où on se libère petit à petit d'un karma de cette vie et d'autres vies, on rééquilibre notre champ énergétique. À partir du moment où on essaye d'avoir une vie, une hygiène de vie assez équilibrée, assez saine, on continue d'équilibrer nos champs énergétiques. Mais c'est quelque chose qui est fluctuant. À partir du moment où tu laisses, par exemple, une tristesse, allez, on va partir sur un chagrin d'amour, on va dire ça. Allez, à partir du moment où tu laisses un chagrin d'amour s'installer, si tu veux, parce que tu as énormément de mal à gérer la déception, la tristesse, le mal-être, peut-être le manque, peut-être que on te pousse aussi à travailler une pointe de dépendance affective. Allez, je t'amène tout le package là pour vraiment t'expliquer cet exemple, d'accord? Voilà, tu as du mal à gérer cette déception amoureuse et tu contiens énormément parce que quelque part, autour de toi, personne ne comprend ta douleur, personne ne comprend ta tristesse parce que c'était une histoire compliquée, parce que c'était un schéma relationnel quand même assez conflictuel ou en tout cas qui partait à leurs yeux sur de mauvaises bases. Donc, tu n'as pas de soutien, tu n'as personne à qui parler, tu n'as personne avec qui t'épancher un petit peu sur ce qui se passe, et puis tu n'as personne pour te guider, pour aller mieux, pour te rétablir, et puis pour soulager ta peine. Ok. Ça, à partir du moment où tu laisses ça s'imprimer en toi, ça crée une faille dans tes champs énergétiques. La nature n'aimant pas le vide, il y a forcément une énergie qui est susceptible, si tu veux, qui est susceptible de s'engouffrer dans cette faille. Alors, ça n'est pas définitif, si tu veux, mais à partir du moment où ta douleur résonne avec la douleur de cette énergie, ça va matcher. Ça va matcher. Donc à partir du moment où ta tristesse résonne avec sa tristesse à elle, elle va s'accrocher. Elle risque en tout cas de s'accrocher à toi, donc à tes corps énergétiques. Ce qui fait que ça peut engendrer effectivement une fatigue que tu peux trouver anormale à la fin de la journée. Tu peux te sentir aussi d'une humeur très inégale, alors que tu es connu pour avoir un tempérament quand même assez constant. Ou peut-être que tu es connu aussi pour être très actif, très dynamique. Et là, tu tombes dans une espèce de flegme qui ne te ressemble absolument pas. Okay, c'est quelque chose en fait qui t'atteint
dans tes énergies générales, ok? Donc, tu peux avoir aussi des sautes d'humeur, tu peux avoir des accès de tristesse que personne ne s'explique, ou en tout cas pour lesquels personne ne trouve de réponse valable, tu vois? Même toi, tu ne trouves pas de réponse valable par rapport à tout ça, parce que tu te dis, c'est pas normal en fait. C'est pas normal que je sois aussi triste, c'est pas normal que je sois dans cet état, c'est pas normal que je sois toujours fatiguée, ok? Ça peut s'expliquer si tu veux vraiment porter une explication spirituelle et subtile en fait à ton état général, d'accord? Ça peut s'expliquer par une faille que involontairement tu as laissée dans tes champs énergétiques et dans lesquels cette énergie en fait s'est engouffrée. Ça peut se régler par un rééquilibrage énergétique, donc par un travail sur toi. Tu peux faire appel aussi à un énergéticien pour qu'il enlève cette entité, cette énergie de tes champs énergétiques pour t'aider justement à respirer. Et puis aussi, ça s'accompagne de toute façon de ce que toi, tu vas faire, de ce que toi, en fait, tu vas faire naître en toi. Donc en fait, toutes les aides extérieures que tu peux trouver restent des aides, en fait, ce sont des leviers. À partir du moment où tu fais appel à quelqu'un, que ce soit un énergéticien, un médium comme moi, quelqu'un spécialisé dans la mémoire des murs, toutes ces personnes-là, nous tous là, on va te dire qu'effectivement on va t'aider, on va te présenter les énergies en place, d'accord? On va t'aider à comprendre ce qui se passe, mais on va aussi t'aider à comprendre ce qu'on t'invite à travailler sur toi, ok? Tout ça, c'est du développement personnel, si tu veux. Tout ça, c'est un travail d'introspection, un travail sur toi-même, pour éviter de répéter cette mésaventure, pour éviter effectivement de le projeter aussi de façon beaucoup plus forte sur la mémoire de tes murs aussi. En fait, tout ce travail énergétique peut avoir une incidence extrêmement bénéfique sur ton entourage à partir du moment où tu travailles sur tes racines, à partir du moment où tu travailles littéralement sur toi-même, d'accord? Et donc sur ce qu'on appelle ton karma. Donc je t'ai déjà expliqué ce qu'il fallait faire, ou en tout cas ce que je te conseillais de faire pour t'ancrer, c'est être actif dans ta vie, d'accord? Mais tout en faisant face à tes blessures, tout en faisant face à tes peurs, tout en faisant face à des décisions courageuses. Souvent, en fait, quand on est pur du karma, on est amené justement à faire des choix qui nous semblent comme ça cornéliens, mais qui sont après coup extrêmement libérateurs, parce qu'on y voit tout le bénéfice en fait que ça nous apporte, ne serait-ce que sur le moyen terme. Et puis, si tu souhaites un petit peu te protéger toi et protéger ton chez-toi, je vais essayer de te donner 2-3 astuces qui, à mon sens et par mon expérience, sont efficaces. Maintenant, à toi de voir ce que tu en fais, parce que visiblement sur les réseaux, on entend tout et rien en termes de techniques de protection. Pour établir une protection sur toi, en fait, moi je te conseille justement d'établir une communication avec tes guides. Je te l'ai déjà expliqué, ou en tout cas je vous l'ai déjà raconté, quels que soient les réseaux. On a en moyenne 3 guides qui veillent sur nous, 3 énergies, d'accord, qui veillent sur nous, qui varient entre polarité féminine et polarité masculine en fonction de l'étape qu'on traverse dans notre vie. C'est pour ça que ce sont des guides, ils nous accompagnent. Tu peux parler avec tes guides et leur demander d'établir une protection autour de toi. Je te conseille quand même, pour l'instant, en amont, de travailler très fort ta croyance, ta foi en toi-même, ta foi en tes guides. Parce que si tu leur demandes sans y croire réellement, eux, si tu veux, vont se dire, ok, il ou elle n'y croit pas, donc on se met en retrait, on n'agit pas. On n'agit pas. Parce qu'elle ne sera pas réceptive à ce qu'on fait, elle ne sera pas réceptive à ce qu'on met en place, en fait, pour elle. Tu vois? Donc, cette connexion-là avec tes guides, elle est extrêmement nécessaire. Et pour protéger ton chez-toi, je t'ai déjà donné plusieurs indices. Si tu sens que la mémoire de tes murs est lourde et qu'elle est très très chargée, il y a des spécialistes pour dégager la mémoire des murs. On travaille aussi sur son karma personnel, on travaille aussi sur son karma peut-être intergénérationnel. Chacun aussi qui habite à la maison travaille sur son karma, c'est bien quand on s'y met tous et qu'on essaye d'avancer, qu'on essaye de progresser et d'être honnête et transparent envers soi-même. Pour la maison, ça contribue énormément en fait au bien-être général. Pour protéger ta maison, d'abord il faut nettoyer. Alors, tu n'as pas besoin de t'encombrer de palo santo ou de sauge blanche ou de
quoi que ce soit d'autre. Hein. Tu peux le faire avec une bougie blanche, comme les bougies chauffe-plat hein, qu'on trouve dans le commerce là. Tu peux faire ça. Tout est dans l'intention qu'on pose et dans la visualisation en fait qu'on met en place en termes de nettoyage. Tu peux aussi, dans cette technique, demander à tes guides, si tu veux, d'accompagner cette flamme, d'accompagner, si tu veux, la puissance de cette bougie à nettoyer les énergies stagnantes, les énergies un petit peu trop lourdes dans les murs de ta maison et autour de toi, tout en continuant à travailler sur toi. Petit disclaimer, malgré tout, je fais partie de ceux qui te déconseillent de mettre du sel aux quatre coins de ta maison parce que c'est contre-productif, hein, d'accord? Pareil, brûler ce que tu veux, de la sauge, de l'encens, du romarin, sans être convaincu, si tu veux, de ce que tu fais et sans être convaincu de ton intention, c'est contre-productif aussi. Je mets un petit bémol sur le gros sel, si tu veux, parce que à partir du moment où tu mets du gros sel aux quatre coins de chez toi, alors certes, hein, tu vas peut-être réussir à éloigner des énergies qui sont peut-être vampiriques, mais tu vas aussi éloigner les énergies qui veillent sur toi. Donc c'est comme si tu invitais la famille à dîner chez toi et que tu les laissais sur le pas de ta porte. C'est contre-productif et ça n'a absolument aucun sens. Okay, donc ton gros sel, garde-le pour la cuisine, garde-le pour autre chose, mais si je peux me permettre, évite de l'étaler chez toi, évite de t'en servir pour ça. Okay, à partir du moment où tu n'as pas épuré ton karma personnel, à partir du moment où tu n'as pas dénoué ce qui se passe en toi, à partir du moment où tu n'as pas défait ces chaînes personnelles, cette personne que tu veux éloigner de ta vie gravitera malgré tout, d'une façon ou d'une autre, dans ton paysage. Et si ça n'est pas cette personne, ça sera quelqu'un d'autre avec le même tempérament, le même profil, la même blessure et peut-être avec quelque chose de beaucoup plus marqué en termes de karma. Donc c'est pour ça que je te dis attention par rapport à tout ça. Okay, tu fais ce que tu veux, hein, mais je vois passer tout un tas de rituels en tout genre, en fait, qui ne veulent absolument rien dire. À partir du moment où je pars du principe que tous ces rituels-là te poussent à t'appuyer sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Pour l'instant, ce qu'on t'amène à maîtriser, ce qu'on t'amène à connaître et à approfondir, ce sont tes forces à toi, tes énergies à toi, ton karma. Qu'est-ce que ton vécu t'apprend? Qu'est-ce que tes souvenirs t'apprennent? Qu'est-ce que tes choix passés, présents t'apprennent en fait sur ta vie, sur ta personnalité et ton potentiel? C'est ça qui va aussi conditionner le fait que tu te sentes bien chez toi et le fait qu'en fait tu te sentes beaucoup plus confortable avec le monde subtil. J'ai volontairement élargi et complété en fait la réponse à cette question qui était très très précise et à laquelle j'aurais pu répondre en 3 minutes, hein, sincèrement. Parce que, encore une fois, moi je te donne un maximum d'outils dans ce genre de vidéo pour t'aider à te débrouiller et en tout cas pour t'aider à prendre conscience que la confiance en toi est absolument indispensable. La confiance en toi est absolument indispensable et elle va t'aider à te concentrer, elle va t'aider à te recentrer, d'accord? Et elle va t'aider à faire des choses simplement, beaucoup plus simplement qu'aujourd'hui, ok? Donc à toi de voir après, hein. Tu as le droit d'adhérer au fait d'adorer ou de prier des dieux nordiques ou des déesses païennes ou ce que tu veux, hein. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais tout est dans ton intention, si tu veux. À partir du moment où tu cherches à éloigner quelqu'un de ta vie, tu n'es, à mon sens, déjà pas dans de bonnes énergies. Donc déjà, tu es en train de te créer un karma qui va se rajouter à la lourdeur que tu ressens déjà peut-être chez toi-même et dans ton corps. À toi de voir, mais le mieux, en fait, est de travailler sur soi et sur le fait de se sentir bien chez soi, de nettoyer et de protéger chez soi, déjà. Et pour compléter ce petit nettoyage de tes murs, il va falloir protéger. Et puis pour protéger de façon saine, encore une fois, à partir du moment où tu auras établi correctement ta communication avec tes guides, ils sont là. Ils sont là. Tu peux leur demander, si tu veux, de t'accompagner à visualiser que ton logement est protégé au niveau énergétique de tout ce qui peut, en fait, nuire à ton bien-être général. Ils sont là pour ça, tes guides. Ils ne sont pas là pour répondre à toutes les questions du quotidien. Mais en termes de protection énergétique, ils sont là. Ils ont des énergies qui sont absolument fabuleuses, vraiment. Donc, établis ta communication avec tes guides, aligne-toi à ton quotidien, commence déjà à épurer aussi bien ton intérieur, donc l'intérieur de ton karma,
et l'intérieur de tes murs. Et à ce moment-là, tu verras qu'en fait, tu seras beaucoup plus confortable sur le fait qu'il y ait du passage en fait autour de nous. Et au fil du temps, tu trouveras ça de plus en plus normal. Et tu n'y feras même plus attention au bout d'un moment. Crois-moi.